Alors, je le disais tout à l'heure, rien n'a filtré de cette réunion de 3 heures entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On a eu droit à une conférence de presse extrêmement limitée, mais quand même, Donald Trump a lâché quelques infos. Alors, face à un journaliste de Fox News qui est allé le chercher sur les échanges de territoire entre la Russie et l'Ukraine, c'était sur Fox News, après donc la rencontre avec Vladimir Poutine. Écoutez. Il va y avoir un échange de territoire. Il y aura plus de territoire russe qu'il n'y en avait avant. Ce dont l'Ukraine a réellement besoin, ce sont des garanties de sécurité hors OTAN. Dans votre boule de cristal, c'est ce vers quoi on se dirige ? Oui, eh bien, c'est un point sur lequel nous avons négocié. Et ce sont des choses importantes sur lesquelles nous nous sommes largement accordés. Alors, on voit que c'est quand même le journaliste qui suggère beaucoup sa réponse à Donald Trump, mais enfin, il dit quand même plus de territoire russe, et Donald Trump de répondre oui, effectivement, c'est ce qu'on a négocié. Donc, on commence à avoir quelques éléments de ce qui a été négocié. Finalement. Et il y a les gestes de la tête aussi, il fait comme ça. Comment ? Et il y a les gestes de la tête, il n'arrête pas de faire. Oui. Nul ne peut avoir de doute sur cette, de cession de territoire et non pas des concessions. Je vais pas faire de la sémantique, mais on est dans la cession de territoire. Le problème, c'est qu'on a évoqué d'ailleurs des échanges, mais ce sont des échanges de terre ukrainienne contre d'autres terres ukrainiennes. Il n'y a pas de terre russe occupée. Elle date aujourd'hui par les Ukrainiens. Qui peut croire qu'aujourd'hui Vladimir Poutine va rendre les territoires qu'il a gagnés ? Qui peut croire aussi d'un autre côté que les Ukrainiens vont accepter cette situation. Donc on revient à les hypothèses qui sont évoquées depuis maintenant des semaines, mais en simple rationalité. La ligne de front d'aujourd'hui, qui s'appuie sur là où se trouvent les troupes des uns et des autres, sera sans doute l'objet de la séparation, de la cession des territoires. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément pour les Russes l'ensemble des oblasts administratifs tels qu'ils les ont intégrés dans leur constitution, tout comme du côté ukrainien, on va être obligé d'accepter cette cession de territoire, au moins de facto, pas forcément de juré, c'est un des sujets qui est abordé, c'est-à-dire juridiquement on n'acceptera pas, de fait on l'acceptera, ce qui veut dire dans 5, 10 ou 15 ans, sous une forme ou sous une autre, l'idée de reconquérir ces territoires perdus réapparaîtra, et je pense aussi qu'on se préparera à les récupérer, d'une manière ou d'une autre. Voilà la situation aujourd'hui. Donc la cession de territoire, je vois mal comment on peut l'occulter. Maintenant, la question va être surtout en termes de politique intérieure ukrainienne. Comment le président Zelensky, qui en sera informé ou qui échangera sur la question lundi, pourrait le faire accepter d'une part à la population ukrainienne et puis surtout à son armée qui s'est battue depuis 3 ans et demi, quand même, y compris à la date d'aujourd'hui où il y a des contre-attaques quand même qui ont l'air un peu victorieux, je dirais, localement, tactiquement. Comment peut-il le faire accepter ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la position jusqu'au boutiste que l'on peut comprendre du président Zelensky est tout à fait légitime compte tenu du contexte politique intérieur. Peut-il se permettre de dire « je cède » ? Donc il ne peut pas céder. Maintenant, si on le fait céder de l'extérieur en disant, et on revient à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, moi, Donald Trump, je ne vous aide plus, débrouillez-vous, voyez avec les Européens. Alors effectivement, la deuxième carte, c'est les Européens. Et peut-être qu'aujourd'hui, on aura des informations. Rappelons-nous quand même que la semaine dernière, on est encore dans la semaine, dans cette semaine, on a comme le président Zelensky s'est quand même rendu auprès du chancelier Merz, dont on n'a pas eu beaucoup d'écho. Ensuite, il est allé voir le Premier ministre britannique. Alors quand on parle de solidarité européenne et qu'on ne va pas voir le président français, on peut aussi s'interroger. Voilà, on a quand même des choses qui sont peut-être été dites, mais finalement, un profil bas. Sans doute, je pense que les Européens s'organisent aujourd'hui pour essayer de répondre avec tout ce qui s'est passé là depuis quelques jours, pour dire voilà ce qu'on peut proposer. Et on revient à ce que vous avez évoqué, qui est l'architecture de sécurité pour l'Europe de demain. Et là, effectivement, c'est un vrai sujet, mais où les Américains vont dire débrouillez-vous, bien que les Européens, me semble-t-il, disent on voudrait bien quand même que les Américains soient aussi associés. Donc on a un petit paradoxe avec un manque de fiabilité de l'allié américain s'il y avait une réelle crise. Alors, c'est plus que jamais, en fait, c'est un point essentiel parce que c'est plus que, en fait, l'Europe aujourd'hui, c'est une sorte d'année zéro parce qu'elle a la force de ses faiblesses. Il y a 2 faiblesses qui sont structurelles depuis le début de la construction européenne, le manque d'autonomie en matière d'industrie de défense et le manque d'autonomie en termes énergétiques. Et tant que l'Europe n'arrivera pas à résoudre ces 2 problématiques-là, l'Europe ne sera pas une vraie puissance. Alors, puisque vous parliez des Européens, ils s'organisent en ce moment, ils s'appellent, comme il l'avait promis d'ailleurs le président américain, s'être entretenu dans la foulée de sa rencontre avec le président russe, avec Volodymyr Zelensky. Il s'ensuit une invitation donc à Washington lundi. Il s'est aussi entretenu avec les Européens, dont la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, les Allemands, les Britanniques et le secrétaire général de l'OTAN. Un appel dans la longueur, visiblement. Donc là, est-ce qu'il s'agit aussi de donner peut-être plus d'informations sur ce qui a été dealé, entre guillemets, avec Vladimir Poutine, si quelque chose a été dealé ?
En tout cas, il est clair que, vu que rien n'a été vraiment dit lors de cette conférence, que maintenant il y a des choses qui vont être dites dans le privé, c'est-à-dire entre les Américains et les Européens, entre les Américains et Zelensky et l'Ukraine. Donc on va effectivement voir dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, ce qu'il en a été réellement et exactement de ce qui s'est passé hier soir. Je sais que médiatiquement, il y a eu une grande déception du fait qu'on n'a pas eu d'informations hier soir. Mais voilà, il y a le temps, comme je crois que vous l'avez dit au départ, il y a le temps médiatique et le temps, c'est vous, je crois qu'il a dit, et le temps diplomatique. Et vraiment, on est dans le temps diplomatique maintenant. Mais connaissant Trump, il pourrait y avoir un temps diplomatique assez court, parce que lundi, si ça tourne mal, ça serait finalement assez court comme temps diplomatique. Alors juste simplement, effectivement, on va vivre 72 heures vraiment très intenses, très intéressantes. Je vous invite à rester sur LCI d'ailleurs, parce que c'est là que ça se passe, c'est là que l'on suit tous les dénouements. Donald Trump vient de s'exprimer sur son réseau social, Truth Social, et voilà ce qu'il dit. Il parle donc de ses appels avec les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky. Il a été décidé, dit le président américain, par tous, que la meilleure façon de mettre fin à l'horrible guerre entre la Russie et l'Ukraine était de passer directement à un accord de paix qui mettrait fin à la guerre et non à un simple accord de cessez-le-feu qui souvent ne tient pas la route. Le président Zelensky viendra à Washington lundi après-midi. Si tout se passe bien, nous programmerons alors une rencontre avec le président Poutine. Donc, en fait... c'est ce que Poutine a toujours réclamé. Il disait toujours, oubliez le cessez-le-feu, on va directement à accord de paix pour enjamber le cessez-le-feu. Absolument. On peut y croire à ça. Et pendant ce temps-là, je continue la guerre. Il a toujours dit ça et toujours fait ça. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, Trump a adopté ce que Poutine disait. Et la question va être, ok, la paix, très bien, mais quels sont les termes et les conditions ? Et Poutine nous les a dit. Hier, il a dit exactement, il faut mettre fin aux causes profondes de la guerre. Donc quand on pressent que tout va être imposé à Zelensky lundi, alors, il a quand même, ça semble que les 72 heures vont être intenses, elles vont l'être, parce que dès la fin de l'appel entre Trump et Zelensky a dit que Donald Trump l'avait informé de la teneur de la discussion. Donc, on ne va pas lui présenter ex nihilo lundi, voilà ce qu'on s'est dit, il le sait déjà. Je pense que les grandes lignes ont été partagées avec lui. Les Européens le savent, l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN le savent. Donc là, visiblement, Donald Trump leur laisse à peu près 72 heures pour digérer et arriver à une réponse commune. C'est-à-dire que là, il y a des tractations dans tous les sens. Tout le monde s'appelle, les chefs de cabinet, les conseillers diplomatiques, tout le monde s'appelle pour arriver lundi à une réponse commune. Europe qui a autant, on verra, mais et dire voilà ce qui est acceptable, voilà ce qui ne l'est pas, et très vraisemblablement c'est sur les garanties de sécurité que ça va se jouer, parce que c'est la seule chose sur laquelle Volodymyr Zelensky peut un peu infléchir la position de Donald Trump. Quand vous parlez de la population ukrainienne, les Ukrainiens en ont vraiment assez de la guerre. Enfin, toutes les nuits il y a des attaques de missiles, les Ukrainiens ne descendent plus aux abris, donc dans le meilleur des cas, les enfants dorment dans des couloirs et les parents, maintenant, restent dans les chambres à regarder les missiles qui arrivent. C'est une population qui est fatiguée. Les militaires sur le terrain, en revanche, effectivement, disent non, nous on s'est battus, ça fait 3 ans et demi maintenant, et on veut continuer. Ils se sont battus avec courage. Ils ont également eu des actes d'une grande efficacité pour certains. Ils ont été très novateurs dans la manière de gérer ce conflit. Mais tous le disent depuis le début. Pour les Ukrainiens, ce que veut Vladimir Poutine, c'est l'Ukraine dans son intégralité. Et donc, la seule chose qui peut les amener à dire on fait des concessions sur les territoires, c'est à condition de s'assurer que ce qui reste, la partie de l'Ukraine qui reste ukrainienne, sera en sécurité, et que on va se doter des armements, des accords peut-être bilatéraux ou multilatéraux nécessaires pour assurer notre propre sécurité. Sur Volodymyr Zelensky, il avait déjà dit il y a quelque temps qu'il ne voulait pas forcément rester au pouvoir. Et quand on regarde sa cote de popularité, avant la guerre, il n'était pas populaire. Il a eu un pic de popularité. Au début de la guerre, il a quand même remarquablement agi. Il a eu un pic de popularité encore après la rencontre à la Maison-Blanche avec Trump. C'est un peu redescendu, même si c'est à des niveaux que beaucoup de dirigeants européens se flatteraient d'avoir, on est tous d'accord. Il a quand même commis une grave erreur en autorisant le rattachement au procureur spécial des 2 agences de lutte anticorruption ukrainienne. Heureusement, il est vite revenu à la réalité, mais ça, c'était quand même un vrai faux pas. Il est
très certainement fatigué. Donc je ne pense pas que le fait qu'il doive renoncer lui au pouvoir pour engager des élections soit un problème pour lui. Il l'a déjà évoqué en disant ça fait un moment, il a été élu en 2019, il a quand même vécu des années difficiles. Mais ce qui peut faire aboutir la négociation lundi, c'est uniquement le fait que les garanties de sécurité qui seront mises sur le papier seront suffisantes, seront vérifiables. Et que les Ukrainiens pourront l'accepter. Et dans ce cas-là, Volodymyr Zelensky aura malgré tout le soutien de sa population.